ont sûrement connu, quand ils étaient petits, des personnes qui, à l'époque, étaient âgées, mais étaient nées sous le régime de l'esclavage. Alors que c'est proche, 150 ans, ça n'est rien. Dans l'absence, dans le tabou qui était donné par les régimes successifs d'une part, et puis le manque d'intérêt ou le souhait de sortir, d'évacuer ça de la mémoire, on est en face d'un certain vide qui va poser un problème fondamental pour le muséologue. Les archives, on peut les retrouver. Elles n'ont pas été forcément détruites, on peut les retrouver, mais la mémoire, c'est beaucoup plus... S'il y a une coupure, il y a une coupure. Alors là, voilà, c'est pour ça que... Et puis, je voulais entendre de vous aussi l'aspect pédagogique. Quelles sont les ressources que vous utilisez, vous, pour transmettre un message éducatif? De manière générale, ou dans ce cas... Peut-être dans ce cas, si vous savez... En fait, les ressources sont assez variées en fonction des projets. Moi, ce que je cherche maintenant à faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un point de vue ou une ressource, c'est qu'elle soit signée. Ce qui me semble important déjà, à la base, c'est de savoir qui parle. Qui parle au sein d'un projet institutionnel, à qui a-t-on donné la parole et qui parle. Maintenant, d'un point de vue pédagogique et de ressources, je crois que la multiplicité des ressources sont les bienvenues. Par contre, leur expression, enfin la typologie d'expression varie en fonction de la qualité ou de la pertinence de celle-ci. Par exemple, sur la problématique par exemple, des frontières, puisqu'on touche à l'exil, puisqu'on touche à l'immigration clandestine, puisqu'on touche au statut de réfugié, puisqu'on touche à toutes ces questions-là, d'un point de vue documentaire, moi je souhaitais faire démarrer le projet qu'à partir de l'image et de rester sur une image véhiculée et de partir de ça pour interroger de manière plus générale cette notion et donner à réfléchir. Je crois qu'en fonction des sujets, on axe sur une typologie d'information qui peut être iconographique, vidéo ou écrit, d'archives ou d'objets pour interroger une question ou une autre. Et je crois qu'à chaque fois, moi je ne crois pas beaucoup à la multiplicité des supports pour interroger. Je crois qu'un choix affirmé d'une certaine typologie de support permet de concentrer l'attention d'un visiteur et de poser des questions. Moi, c'est ce que je défends en tout cas, mais je crois que l'inverse peut être... Quand on est dans un rapport plus ludique à une information, à un contenu, il est toujours bienvenu de multiplier les situations, les mises en scène et donc les supports. C'est par un support écrit, audiovisuel, texte, des interactifs, des situations à vivre. Mais je crois que quand on souhaite donner à réfléchir véritablement, je crois qu'il est plus confortable, plus pertinent d'installer le visiteur dans deux types de supports. C'est comme un livre, c'est-à-dire c'est comme quand on est plongé dans un livre, alors on est sur un support écrit et on est plongé dedans et je crois que c'est assez efficace. En muséologie, je pense que c'est pareil. Parce que quelquefois les multi-supports, comment expliquer, déconcentre un petit peu le visiteur qui va butiner, quelquefois pas trouver un support très efficace. Et ces deux types, les deux types que vous évoquez? Les deux types. Vous avez dit deux types de supports. Non, alors quelquefois par exemple, travailler par exemple sur l'image et le témoignage sonore pour vraiment immerger sur une problématique ou une autre, sachant qu'on est dans une société où les médias ont une place très importante, où on peut avoir de l'information partout. Donc moi je privilégie dans mon travail en tout cas cette approche-là. Parce que quelquefois le multi-support fait que les gens ils voient qu'il y en a partout, ils ne savent pas trop où aller et ne vont pas être sérieux dans l'organisation spatiale, mais vont aller chercher quelque chose pour autre chose. À mon avis, je pense que pour attirer, pour bien faire comprendre, il faut focaliser l'attention. Enfin, en tout cas, travailler à focaliser l'attention. Il ne faut pas être peut-être dans la multiplicité des supports, mais dans une sélection des éléments à montrer, incontournables pour que chaque visiteur puisse tomber dessus et bien se rendre compte. Donc, je ne crois pas non plus aux muséologies chargées
qui veulent absolument être exhaustifs, exprimer tous les types de supports, des archives à non plus finir, par exemple. Trop d'archives tue le sens des archives, parce qu'il est très difficile après d'aller chercher, de tomber sur l'info qu'il faudrait vraiment voir, par exemple. C'est ce qui se passe pour la construction du futur musée à Lyon. On est plutôt pour une sélection d'objets en série plus petite qu'un foisonnement d'objets pour donner à réfléchir. Une certaine sobriété. Une certaine sobriété. Juste pour compléter la question, la démarche, en fait, quand vous dites que vous allez vers la communauté sur laquelle vous voulez porter une image, en tout cas présenter quelque chose. Surtout leur donner la parole. Oui, alors justement, vous disiez ça, vous disiez on va vers l'autre, mais justement, comment vous vous y prenez? Vous avez... alors, si on a du temps, c'est lié au temps, en fait, et puis au savoir-faire. Par exemple, là, on fait un sujet sur les réfugiés. Moi, je ne me charge pas de faire ce travail, par exemple. Je me charge, d'un point de vue institutionnel, d'inviter les réfugiés potentiels à travailler avec nous, à venir, à leur présenter de manière très claire tout le projet, les tenants, les aboutissants d'un tel projet. Mais après, je travaille avec des personnes spécialistes du recueil de témoignages, qui ont une certaine pratique, une certaine éthique surtout, et qui vont gagner, entre guillemets, la confiance, qui vont gagner la confiance des gens, c'est ça le plus long en général. Mais c'est qui alors ces spécialistes du témoignage, du recueil? Par exemple, là je travaille avec quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui vient de l'université de sciences politiques, qui a travaillé sur des problématiques au musée dauphinois à Grenoble, par exemple. Je travaille avec cette personne en général, qui a travaillé sur une réflexion sur d'Isère et d'Algérie, les Algériens en Isère aujourd'hui, et d'Isère et d'Arménie, par exemple, et qui ont été amenés à travailler avec les populations locales, et qui ont mis en place une certaine pratique. C'est pas un travail journalistique. C'est plus par expérience. C'est plus par expérience, et par affinité aussi, de type de recueil, de type de choses qu'on recueille. C'est pas du tout un travail d'interview. Mais ces gens, ils seraient filmés ou enregistrés, ou bien ils viendraient Ah bah ça, on peut tout imaginer. parler, dialoguer. Ils peuvent parler, dialoguer avec un politique, un institutionnel ou pas, filmer donc la scène, filmer ce qui est arrivé. On peut travailler que sur un espace sonore. On peut décider de coupler le son et la photographie, etc. En fait, c'est infini. Après, en général, là, sur les réfugiés, par exemple, on a décidé de montrer aucun visage de réfugiés, parce qu'en plus, on pense que la problématique des réfugiés est une problématique mondiale. Et j'ai cherché plutôt un travail photo neutre pour l'exprimer, et j'ai trouvé en fait à Paris un photographe qui avait en fait réalisé un reportage photo de fiction avec des comédiens qui traduisaient l'exil, mais tout type d'exil. Donc, par exemple, je présente ce photographe qui est assez fort en lumière infrarouge, de nuit, qui place des gens dans des situations d'exil, des comédiens, c'est une fiction en fait, mais qui interroge, au lieu d'avoir en photographie des exodes de population, etc., qui après, dont on a en fait tout de suite une référence historique à l'événement. Ça ferme. T'as vu cette pièce de théâtre extraordinaire où il y avait des gens qui louaient le dessous de leur table à un réfugié, un Arménien réfugié. Qu'est-ce qu'il y a vu? Une pièce absolument incroyable. Tu l'as vu? Comment ça s'appelait déjà? Le dessous de table. Le dessous de table. Il louait l'espace comme ça, là, comme ça, à un pauvre réfugié qui passait sa vie comme ça, sous la table, mais il était déjà bien content d'être vivant. Et il vivait là, comme ça, sous la table. Les autres gens parlaient, vivaient, mangeaient, puis il y avait le gars qui était là sous leur table. C'était extrêmement intéressant. Très très bien, très symbolique. Symbolique était bien fichu. Les projets chez nous s'accompagnent justement d'une programmation culturelle qui peut mettre des débats, des conférences, du théâtre, de la danse. On accompagne nos 4 mois, 6 mois de programmation par une programmation.
moi je suis très favorable à ça, mais défavorable par exemple à tout ce qui est le folklore qui rentre à l'intérieur du musée, dont on va avoir une expression un petit peu folklorique d'une danse ou d'un chant à l'intérieur même de l'enceinte d'un musée. Je ne suis pas très pour. En général, ce sont des nouvelles créations, des choses qu'on écrit, qu'on commande pour l'occasion. Un autre propos. Où il y a par exemple des contemporains français qui travaillent avec des malgaches, par exemple sur un spectacle, qui travaillent avec des Roms sur de la photographie, mais on crée l'événement. Ce qui est intéressant, c'est de créer l'événement, c'est de créer la rencontre. Et donc déjà on est à un même niveau. De créer la création. De créer la création. Et ça veut dire que c'est un point de vue statut aussi, c'est-à-dire qu'on est ensemble et on parle de la même chose. Parce qu'inviter un folklore lointain, rentrer dans un musée pour montrer aux auditeurs lambda combien cette danse, elle est révélatrice d'une identité, etc. Là, c'est pour moi un peu problématique. Parce que faire rentrer le folklore au musée, c'est peut-être l'enfermer justement et le figer, et le connoter. Et c'est pour quand cet événement? Alors lequel? L'exposition sur les Roms, oui. L'exposition Frontières, elle ouvre le 3 octobre. 3 octobre. Voilà, de cette année. Elle est présentée pendant 4 mois. Alors c'est pas sur les Roms justement. Oui, il y a un monde Rome dans les 8 mois. C'est sur la problématique de la frontière et un des mondes est consacré à la question aux Roms et aux liens frontières. Et après elle va à Barcelone. Donc il va aller en Espagne. C'est une idée. Parce qu'on pense en général à la frontière comme un bout de quelque chose. Et on ne se rend pas compte que en fait, toute la civilisation européenne, et à la limite la civilisation moderne, est construite sur une frontière. Ce n'est pas au-delà, en deçà de la frontière. C'est une civilisation méditerranéenne, c'est une civilisation qui est... Toute la philosophie grecque, c'est un problème qui n'arrive pas à être résolu, mais qui a posé le problème de l'intermédiaire. C'est Platon qui avait... Qu'est-ce qui est entre le transcendant et l'immanent? Le monothéisme, c'est aussi très important. Et la création de peuples nomades. Parce qu'il faut être en mouvement pour que l'un devienne sensible. Bon, il y a un mot grec qui s'appelle expérience, c'est empiria, qui veut dire être dans la limite, être dans la frontière. Alors une expérience, c'est pas dépasser la limite, c'est assumer la limite. Et bon, même la tradition chrétienne, Grégoire de Nice disait que le Christ, c'est la frontière. C'est le passage, la Pâque, c'est la frontière. Donc, il ne faut pas dire que les Roms sont une population qui doit être sédentarisée et déterminée. Bon, par contre, c'est la richesse qu'on peut trouver dans le mouvement, dans le passage. Oui, c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Voilà. Parce que la modernité, c'est le passage à la limite. Même mathématiquement, ça a commencé comme ça. La problématique générale un petit peu de l'expo, c'est que la frontière est une problématique de coupure et de suture. Ça s'appelle la mur. C'est la coupure ou la suture, et on montre qu'il y a une variation en fait de typologie de frontière, une problématique que les gens rencontrent aux frontières à travers l'expression au monde, comme ça, de situations singulières, dont on en fait une réflexion générale. Et on va mener en parallèle une petite réflexion sur justement un lien entre suture et couture dans le textile. Donc on va travailler un peu avec des collections textiles pour exprimer ça aussi, sur les portes, les intérieurs des portes. La matière textile. Il y a aussi le rapport entre la nomination et la frontière. Au moment où on nomme quelque chose, on doit forcément le définir. Et parfois, on nomme bêtement quelque chose et on définit une entité qui n'existe pas. Par exemple, quand on a un continuum, qui est un véritable continuum existant, on va nommer tel ou tel point, parce qu'il faut bien nommer tel ou tel point pour tel ou tel usage de la vie, et le simple fait de nommer un point du continuum va créer, on va être obligé de le définir et de l'opposer aux autres, et donc de créer des frontières. C'est comme ça qu'on casse des langues, c'est comme ça qu'on casse des peuples. Parce que je pense à, j'ai oublié le nom d'un peuple africain en Afrique de l'Ouest, c'est un peuple. Seulement les gens du Nord palatalisent et ceux du Sud ne palatalisent pas. C'est-à-dire que la syllabe ki, ils la prononcent ki dans une région et chi dans l'autre. Comme ils ont été colonisés par des Allemands d'un côté et par des autres de l'autre, ils ont écrit chacun à sa façon, et à partir de ça, on a créé une frontière.
Et maintenant, on a deux peuples qui se battent. Alors ça, on le C'est un collègue qui est de ce peuple, qui était un collègue de moi à la commission des recours. On en a parlé à plusieurs reprises. Hélas, je n'ai pas le nom du peuple, mais en fait, c'est tout à fait caractéristique. C'est disons, l'extrême absurdité auquel peut arriver le fait qu'en nommant, de façon pas forcément pertinente, on crée forcément une opposition, donc une frontière, donc une cassure. Donc un moi et l'autre. On dit Oui, des choses. Voilà, oui, Que dit Toute détermination, c'est une action. Oui, parce que ça enferme. Et c'est l'essence même de la langue, de Saussure l'a bien montré. Ou un petit geste. Moi, un jour, je rentre dans une cathédrale orthodoxe, dans une capitale des pays de l'Est, et je fais très spontanément, je fais ça. Et je vois trois dames qui me regardent, comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne montre pas mes jambes, je suis habillée d'une façon honnête, je suis avec des amis. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai demandé à un ami qui m'a dit, pourquoi tu fais le signe de croix à l'envers? Ah ben voilà, j'étais dans une cathédrale orthodoxe et c'était un geste très innocent. Juste ça, au lieu de faire comme ça. Bon, une Arménienne me disait il y a en quelques Croatie, jours, on avait fusillé des gens pour moins que ça. Hein. Une Arménienne me disait il y a quelques jours, elle s'était retrouvée en Bulgarie, à Plovdiv. Elle a eu un accident avec son mari. Elle était réfugiée dans une situation très dangereuse. Elle a eu un accident. Et ils ont dit je vais payer la. Ils n'étaient pas en tort, c'était le Bulgare qui était en tort. Tu es d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? On paye tout. Mais surtout, ne pas aller chercher la police. Et le Bulgare a fait le oui bulgare. Enfin, le non bulgare. Les Bulgares. Et donc, ils étaient tranquilles. Comme et ça, un quart d'heure après, la police était ici. Voilà. Comme les Grecs. Voilà. Comme les Grecs, oui. Et il y en a Albanie aussi. Il faut Oh. Ils disent né, ils font comme ça, c'est oui. Ce sont des petits gestes. Ouais. Oui. One, po, czasztość. Dobre. Dobre. Всичко върви. Bon, ben, je pense qu'on a fait. Peut-être quelqu'un. Tu vas devenir avocat, tu as certainement des choses à dire. Tu vas alors. Des choses à dire. Oui. Alors, au choix, ou bien la conclusion, ou bien l'évolution de la poterie péruvienne précolombienne. Au choix. Je prends le deuxième sujet, c'est-à-dire la conclusion. Avant la conclusion, je veux seulement vous annoncer, je devrais le faire plus tôt, mais c'est bien aussi le dire maintenant. À Bucarest, depuis le début de l'année 2006, il existe le centre de recherche Rome et tous qui vont passer par la Roumanie sont invités à entrer en contact avec le centre qui, on espère, va devenir un centre très vivant et puissant sur les disciplines Rome, pour les disciplines Rome. Donc il se trouve dans la faculté d'histoire, dans le grand bâtiment de l'université. C'est la place de l'université, métro et université. C'est très facile à arriver là. Merci. Et vous pouvez prendre contact avec le doyen administratif de la fac d'histoire qui est membre au centre et peut vous renseigner. On veut aussi faire une archive là-bas, donc annuel, publier annuel et tous qui vont envoyer des documents de correspondance au centre. Toutes ces choses sont très bien recevées. Pas encore, on attend les fonds du premier projet pour avoir une page internet, une page web, une adresse email, tout ça. Mais c'est bien de savoir qu'il existe et
qui va se développer. Bon, pas de conclusion. Il est allé chercher, Il est allé la chercher, la il est allé chercher une conclusion liquide apparemment. Doucement, doucement. Je suis allée voir une famille, enfin des Roms d'ex-Yougoslavie à Bourgoin sur un terrain. Et certains avaient besoin, pour avoir les papiers de la CNU, d'une adresse. Alors donc on a sympathisé, ils me demandaient si est-ce que je peux accepter de leur prêter, enfin, qu'on envoie leurs papiers chez moi, de domicilier chez moi. C'est légal ou... Alors j'ai dit que j'allais me renseigner, mais C'est légal. Ceci dit, ils sont demandeurs d'asile. Ils ont le statut de réfugié? non. Mais s'ils veulent la CNU, ils peuvent avoir la CNU? Ils peuvent, oui. Ah, Certains ont des Où est-ce passeports. qu'ils sont? Où est-ce qu'ils habitent? Ils sont à Bourgoin-Jallieu, bon, en Non, Isère. je veux dire, est-ce qu'ils sont dans un foyer de... Ah non, non, c'est sur une aire d'accueil, ils se sont mis là parce que... D'accord. Le mieux, c'est qu'ils se fassent domicilier dans une institution du type centre communal de l'action sociale. à la mairie, ils sont comment? À la mairie, je pense pas. C'est pas de leur ressort. Ah bah si, il y a des... Ils ont les CCAS sont censés faire ce type de papier. Ah oui, À défaut, il vaut mieux des ONG reconnues, type Croix-Rouge, parce que ce n'est qu'une boîte aux lettres. c'est une domiciliation postale, Ce n'est pas pas- une domiciliation administrative. Et la domiciliation chez un particulier, bon, c'est au dernier recours. D'accord. Parce que si j'accepte, disons, pour une ou deux familles, bon, tout le monde va vouloir... Oui, c'est ça, oui. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux. Mais il n'y a pas la Croix-Rouge. Si, mais c'est pas... Ouais, ils sont pas... Déjà avec les... enfin, C'est des pourris. les Roms... Non, non, c'est pas ça, mais bon, déjà avec les Roms français, ils ont vraiment... Comme ils disent, ils ont des problèmes et tout, alors c'est encore, il faut s'occuper des migrants. Dans quel département? Dans l'Isère. Secours catholique? Oui, Je peux toujours poser la question. mais on peut en parler en... Il y a le secours catholique, il y a la Secours Croix-Rouge. populaire, Oui. secours islamique, secours, je sais pas. Taliban. Les talibans sans frontières. Emmaüs, je sais pas, il n'y a pas des associations caritatives. Non, mais Si, ça- il y a non, Emmaüs, il y a la Croix-Rouge, il y a tout ça. Voilà, il faut leur essayer poser la Ils ont l'habitude de préférence passer par là. Oui. Quels sont les droits de l'éducation pour les enfants en France? Les En enfants. France, Les droits d'éducation? Les droits à Eh bien, l'éducation. c'est simple. C'est ça. En fait, et là, c'est le juriste vacciné qui vous parle. Les droits, qu'il s'agisse des robes, des gadgets, ou des cordas ou des joutas, c'est la même chose. C'est droit de l'enfant. On a pas mal de droits. Objectivement, subjectivement, pas forcément. C'est-à-dire que l'instruction étant obligatoire en France, parce qu'il y a la législation française le prévoit, l'instruction est obligatoire. Pas forcément la scolarisation, on peut être instruit chez soi aussi. C'est l'instruction en soi qui est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est une loi française d'abord, c'est des normes internationales ensuite, la Convention sur les droits de l'enfant par exemple. Mais ce sont des règles qui sont plus ou moins appliquées et elles ne sont carrément pas appliquées parfois. Et il y a, comme il faut un certain nombre d'autorisations administratives pour inscrire des enfants à l'école quand il s'agit d'étrangers, là on pose les barrières qu'on veut, les maires peuvent poser les barrières qu'ils veulent sans être gênés en fait d'être en infraction à la loi. Parce qu'il y a une petite fille qui est géniale dans l'école que je suis à Saint-Ouen. Elle s'appelle Nina. Et elle est très très intelligente. Là, déjà, elle est venue de Roumanie, je crois, l'année dernière. Elle parle déjà français. Elle était intégrée dans une classe de CM2.
Mais elle vient à l'école quand elle veut. Ses parents sont pas vraiment, ils habitent dans un hôtel et dans un autre, ils habitent dans les hôtels. Et parfois, elle ne vient pas à l'école pendant 2 semaines. En janvier, pendant 1 mois, elle était absente. Et j'ai parlé avec elle, elle m'a dit quand elle a des problèmes, elle est très sensible et parfois les autres étudiants disent des choses comme ça, le rhum, tout ça, et elle se sent sensible à ça, elle vient plus à l'école. Et j'ai vu une progression du début de l'année, elle était très vive, c'est une fille extrêmement intelligente qui a des idées très intelligentes, elle parle 4 langues. Et là, je la vois dans une dépression, et je ne sais pas quel est le rôle de l'école, de la tenir en l'école. Moi, j'ai peur qu'elle va arrêter l'école. Et moi, je ne sais pas ce que moi je peux. Moi, je suis l'assistante en anglais. Et elle m'aime bien, elle vient même à mes cours d'anglais, elle se débrouille pas mal. Déjà, le français, elle a juste commencé l'année dernière et elle est avec moi, elle veut toujours venir. Mais il y a toujours des petites histoires à côté à cause de... Eh bien, aussi étrange que ça puisse paraître, cette question-là, elle est tout à fait liée avec l'esclavage. Et quand je dis esclavage, je rappelle les synonymes que Jeanne a cités tout à l'heure. Esclavage, ça veut dire assujettissement, par exemple. Et en l'occurrence, on a affaire à une sorte d'assujettissement, et c'est même plus pervers que ça, parce qu'à la fois, on fait tout pour bloquer les choses, et on stigmatise ces mêmes personnes qu'on exclut comme des sauvages, mais de toute façon, ils ne vont pas à l'école. Pourquoi ils ne vont pas à l'école? Quand il y a des mères qui sont arrêtées avec leurs enfants aux Champs-Élysées et qu'il y a des procès qui vont jusqu'à la Cour de cassation, et la Cour de cassation dit non, ce n'est pas une infraction, ils disent mais pourquoi, un policier dit à la télé, pourquoi les enfants ne vont pas à l'école? Bon, le policier fait son travail de policier et le mieux ce serait qu'il se limite à ces compétences-là, d'ordre public. Maintenant, pour pourquoi ils ne vont pas à l'école, c'est justement, je parlais tout à l'heure des barrières qu'on leur pose, des maires qui s'opposent à ce qu'ils s'inscrivent dans les écoles, parce que c'est la commune qui est compétente en la matière. Et même quand ça existe, il faut bien le dire, on n'est pas en égalité à l'école quand on est un enfant qui vient d'arriver de Roumanie ou qui est venu de Roumanie il y a 1 an, et quand on est un enfant français qui est dans la commune depuis sa naissance. Il y a une inégalité de fait, pour des raisons linguistiques, pour des raisons sociales aussi et économiques, qui doivent être prises en compte. Et on dit souvent qu'on a un petit raclo, un enfant non-rome ne va pas bien à l'école, c'est la faute à l'école. Quand un enfant rome ne va pas bien à l'école, c'est de la faute de l'enfant. Alors, il y a parfois besoin d'une action spécifique pour soutenir la scolarisation. Et qui s'explique non pas par le fait d'être rome, mais par le fait d'être étranger. Du moins, en partie. En ce qui concerne la langue ou les conditions économiques de la famille, etc. Là, il n'y a pas de distinction à faire entre un Rome, un Congolais et un Hongrois ou quoi que ce soit. En revanche, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, et vous avez parlé de cette susceptibilité des enfants. C'est vrai qu'on le remarque avec les enfants de Roumanie, on le remarque en Albanie avec les enfants roms, on le remarque en République tchèque, partout. Les enfants roms sont beaucoup plus sensibles que les enfants non roms. Il suffit que l'instituteur fasse une remarque, par exemple, il fait la même remarque à 2 enfants différents, la réaction n'est pas la même. L'enfant non rom, bon, ça le blesse
pendant un moment, mais il oublie vite, puis il continue. Alors que l'enfant rome, ça le marque beaucoup plus. Parce qu'il y a déjà une préparation avant ça. Il y a une préparation de choses qu'on a endurées. C'est comme c'est sur une plaie. Si on tape comme ça sur la main, c'est rien. Mais si on a une plaie et qu'on tape, c'est déjà plus grave. Oui. C'est ce qu'on disait à la mairie hier. Bon, on a été retardé, on a eu tous ces dysfonctionnements de la mairie. Je le dis pendant le remerciement à la Brave qui nous a reçus, qu'il y a eu des dysfonctionnements qui nous ont obligés à retarder de 1 mois, etc. Bon, on aurait pu traiter ça comme un dysfonctionnement. Mais comme on sait qu'il y a déjà, le génocide a déjà été oublié depuis tant de temps, et bien quand on nous dit que pour des raisons techniques c'est difficile de faire quelque chose sur l'esclavage, on se dit ben voilà c'est la même chose. Donc quand on a déjà comment on peut dire, une atmosphère où on sait que on va être traité avec mépris, même une chose qui n'est pas forcément du mépris est perçue comme du mépris. Et là, il y a un rôle des instituteurs à changer. Ce sont les instituteurs, devant ça, ont la politique de l'autruche. Et préfèrent dire que, bon, ça n'existe pas, les enfants, ils sont absolument égaux, je ne veux pas voir ce qui se passe, et c'est de l'égalité qui est le terme politiquement correct pour dire discrimination, en fait. Et donc les instituteurs doivent intervenir. Et les enfants, les petits raclés, sont tout à fait capables de comprendre ça. Il ne faut pas non plus croire que les petits-enfants de droite et de gauche ne comprennent pas, mais il faut leur dire. Seulement l'instituteur lui-même est gêné, l'instituteur a un sentiment de culpabilité si on dit que l'enfant est rome, et à ce moment-là, il laisse faire parce qu'il ne sait pas comment réagir. Il y a toute une éducation des enseignants à monter pour qu'ils puissent réagir. Je vous donne un exemple. Une petite fille romandie, c'était à Budapest, arrive en pleurant à la maison parce que son copain lui avait dit, elle avait 8 ans à peu près, ou 7 ans, l'avait traité de Bühne-Zigogne, de puant, de cigogne puante. Alors la mère dit à l'institutrice, mais pourquoi vous n'avez pas réagi? Ah ben l'institutrice elle dit, ben vous savez c'est difficile, c'est un sujet, comment voulez-vous qu'on explique qui vous êtes, qui vous n'êtes pas, etc. Et le petit gamin arrive, et la mère lui dit, pourquoi est-ce que tu as traité ma fille de Bühne-Zigogne? Et toi, qu'est-ce que tu es? Et le gamin dit, Bühne-Porost. Un gadjo puant. Et alors tout le monde a rigolé bien sûr, donc, mais ça fait pédagogiquement c'est excellent comme truc. Seulement c'est venu spontanément de la part du gamin, ça s'écrit dans une situation comme ça. Mais les instituteurs ont tellement peur que ceci, que cela, qu'autre chose. Ils ont peur de blesser l'enfant rome, mais ils ont peur aussi que les parents des enfants non roms, qui sont déjà pas très favorables à la présence des... Silence est dangereux. Mais bien sûr. C'est la question. Moi, j'arrête mes cours d'anglais parce que je suis dans une zone de violence. Il y a parfois il y a des enfants de toutes différentes origines d'Afrique, du monde arabe, maghrébin, aussi voilà, de l'Asie. Et j'ai quelques-uns d'Europe de l'Est aussi, et quelques Roms aussi. Donc il y a toutes sortes de tensions qui se manifestent, les discours de leurs parents qui viennent en classe, et voilà, il y a des discours racistes. Parfois j'arrête mon cours d'anglais et on adresse la résolution des conflits par thématique, parce que sinon j'ai des enfants de 8 ans qui se battent sur la cour de récréation, donc c'est problème raciste. Mais on ne veut pas adresser ça. Moi j'ai vu les institutrices qui disent oh non, mais on ne va pas toucher à ça. Mais c'est criminel. Oui. C'est criminel. Alors on essaie de proposer d'abord pour reconnaître l'existence de ça. Pour le moment, on fait semblant que ça n'existe pas. C'est comme les gens qui ont une maladie qui commence et qui disent bon, j'ai pas cette maladie, j'ai pas cette maladie, j'ai pas cette maladie. Évidemment, si ce ne soit pas dès le départ, quelques temps après, ils vont être morts. Et il faudrait élaborer une stratégie qui reconnaisse le fait. Non pas dire, le discours à l'heure actuelle, c'est d'avoir des mesures antiracistes qui font dire que peut-être au cas où il y aurait un problème raciste, on pourra sévir après.
Et je pense qu'il faudrait aller dans le sens de ce qui se passe en Espagne, ou mais dans un autre domaine, dans le domaine des violences conjugales, il y a une loi qui dit qu'il y a des violences conjugales, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'ici on a, en cas d'apparition de violences conjugales, on pourra avoir le recours A, B, C, D. Donc si on dit, si on reconnaît, bon les choses existent. Elles existent, on les étudie. C'est pour ça que Saïmir a monté son centre de recherche sur toutes les formes de racisme. Parce qu'il y a aussi tout un tas de discours qui trompent les choses et qui justifient, qui se justifient. Enfin, on noie beaucoup de problèmes. Donc il faut savoir comment effectivement le racisme a un mécanisme, comment il fonctionne. Et c'est uniquement à partir du moment où on est arrivé à comprendre comment il fonctionne, avec toute la multiplicité des formes de racisme et aussi son interaction avec des autres formes, des autres plaies comme la corruption, comme la violence, comme tout ce qu'il y a, qu'on peut commencer à élaborer une stratégie pour les combattre, mais à partir du niveau le plus bas. Mais à l'heure actuelle, on ne veut pas reconnaître l'existence du problème. Et ça fait partie de notre combat, on pourrait dire, de mettre en avant ça, de le faire avancer. Et parce qu'on n'en sera pas seulement les bénéficiaires, tout le monde en sera les bénéficiaires. Les Tchétchènes, comme les Vietnamiens, comme les Roux, comme les Boiteux, comme n'importe qui. Et les parents... Mais alors, pardon, avant ça, le lien que je vois avec l'esclavage, c'est lequel? C'est qu'il y a des initiatives, des associations qui s'occupent justement des enfants roms pour les aider dans leur scolarité. Elles fonctionnent plus ou moins bien, mais plutôt moins que plus bien. Parce que, et ça on a remarqué par exemple avec AFEB. AFEB, c'est une association des fondations étudiantes pour la ville. C'est une association remarquable, mais de bénévoles, d'étudiants bénévoles. Vraiment, il faut un travail qui n'est pas uniquement du soutien scolaire. Hein. C'est vraiment un accompagnement des enfants sur plusieurs aspects. Il n'empêche que leur action là, avec les enfants roms dans la Seine-Saint-Denis a été arrêtée. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais et en plus il y avait de leur part toute la bonne volonté de faire, mais un manque total de connaissances sur les enfants avec qui ils travaillaient, ce qui rend les choses extrêmement difficiles. Et comme il y a eu un colloque qu'ils ont organisé, et on a entendu des gens dire « Ah ben, vous savez, il y a des problèmes dans la culture de ces enfants-là parce qu'ils ne connaissent pas Peter Pan. » C'était M. Pire qui a dit ça. Bon, c'est super. Peter Pan, ça va, hein, c'est pas... Alors, le fait que les gosses ne comprennent pas une connerie de Walt Disney, je dis connerie par sens de la provocation, c'est plus con. En plus, c'est pas lui l'histoire, c'est un Irlandais qui l'a écrit il y a très longtemps. Bon, mais je pense que le journaliste en question avait beaucoup plus le dessin animé que l'ouvrage de l'Irlandais. Le fait que ces enfants ne connaissent pas cet élément, il l'a appelé un déficit culturel. Ouais. Ah non. Il l'a appelé un déficit culturel. Et les parents, qu'est-ce qu'ils ont? Et je lui ai demandé, est-ce qu'ils connaissaient telle légende des Balkans? Il ne les connaissait pas. Je lui ai dit, le déficit culturel, monsieur, c'est vous. En personne. Et de l'autre côté, il existe des associations roms qui ont tout ce qui manque, qui se complètent de manière quasi parfaite. Parce que nous, tout ce qu'on a, c'est dans notre personne, y compris financièrement, nos associations, c'est ça, pour l'instant. Et pour l'instant, c'est un instant qui dure depuis 5 ans, au moins, pour les associations où je suis personnellement impliqué. Et pour les autres, c'est beaucoup plus. Alors que, mais on connaît le milieu parce que, bon, on est tombé dedans quand on était petit, comme on dit, et on le milieu, hein. et on peut apporter ce qui manque. Le problème, c'est que souvent, là aussi, il y a de l'esclavage dans l'air. Je ne dis pas esclavage enchaîné, etc. Je dis esclavage, assujettissement et regard sur une personne en tant qu'objet.
Domination. que ce soit un objet de convoitise, d'admiration ou sur lequel on exerce une pression physique ou morale, Même la ça revient un peu à la même chose. Évidemment. Même la pitié, la pitié, moi Bien sûr, et elle est beaucoup plus dangereuse parce qu'aujourd'hui, en fait, l'esclavage, les formes modernes de l'esclavage, ou les formes modernes, les différentes formes de racisme aujourd'hui, ce n'est pas les skinheads, ce n'est pas ce qu'il y a de plus répandu et de plus dangereux, je dirais. Des skinheads qui agissent, en France, il n'y en a pas. Il y a un peu, c'est vraiment exceptionnel. Hein. En tout cas, beaucoup moins qu'en République tchèque. Et encore, il y a des druides aussi en France. Mais c'est pas ça qui fait. Ce n'est pas ça qui fait le plus de problèmes, le plus de mal. Peut-être cette identité imaginaire Oui, ben justement, dont nous sommes esclaves. Parce que moi, j'ai découvert mon identité rome quand j'avais 20 ans. Et moi, j'ai trouvé ça une richesse, J'étais tellement heureuse et je me rappelle, je suis revenue dans le pays. Et je suis revenue en France et j'ai parlé avec une copine hongroise qui était très intelligente, qui étudiait le droit international, qui parlait perfectionnément l'anglais, français et hongrois. Une jeune étudiante qui devrait avoir un esprit ouvert. Et moi, je lui ai dit que j'ai découvert que je suis moitié rome. Et elle m'a dit... Entièrement. Non, moitié. Entièrement. Ouais, bon, mais bon, de côté héritage. Et elle m'a dit, oh non, mais c'est pas grave, Norma. C'est pas grave. Et moi, je suis venue avec un sourire, j'étais heureuse de partager ça. Et là, j'ai reçu cette réaction, oh non, mais c'est pas grave. Et je savais pas comment réagir. J'ai resté avec la bouche ouverte. Mais oui, mais bien sûr que c'est pas grave, c'est génial. Et voilà, je me suis trouvée face à cette réaction cette projection qu'elle avait. Cette pitié, et ça c'est terrible. C'est une réaction d'institutrice. Et il y a énormément d'instituteurs qui ont cette réaction justement. Et c'est ça qui bloque tout. Mais vous parlez de la pitié. Il y a la pitié, il y a plus loin que la pitié, même y compris la pitié pour la misère. Parce qu'il y a la prostitution de la pitié aussi, bien sûr. La prostitution de la pitié qui fait qu'on enferme, ça s'appelle aussi l'assistanat, etc., etc. Il y a des gens qui tirent un profit de prostitution à partir de la pitié des autres. Ouais. Donc on entre dans un système extrêmement complexe qu'il faut enfin prendre en considération, enfin dire que ça existe, enfin analyser, enfin utiliser pour rechercher des stratégies. Vous voulez dire autre chose parce que Mme Malmanic... Juste pour dire à la jeune collègue que dans le clan des instituteurs, quand vous vous occupez des tziganes, des roms, etc., vous êtes déjà au banc de la société des instituteurs. Oui, bien sûr. Un exemple, dans le projet européen que j'ai drivé, il y avait 10 instituteurs et institutrices de l'Essonne. Il n'y en a plus qu'une qui travaille avec les voyageurs, parce qu'elle est aussi costaud que moi, avec des larges épaules. Et on vient tellement l'enquiquiner que l'année prochaine, elle lâche son groupe de tziganes. Vous voyez, c'est très insidieux, mais alors, ça marche à tous les coups. Et je voulais que vous le sachiez. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras, d'accord? Et c'est les instituteurs. Et les instituteurs, c'est quand même ce qu'il y a de plus positif par rapport aux... On n'a pas parlé de la police. Hein. Très bien. Je suis d'accord. Voilà. Mais je le dénonce quand même. Parce qu'il faut le combattre aussi. Et de l'intérieur, de l'extérieur. Il y avait une question. Non, attends, tu ne me laisses pas parler du tout. Tu es un garçon, d'accord, mais je voudrais lui demander si elle a vu les parents. Est-ce que les parents disent de cette situation? C'est pas la petite Lavinia. De petite Lavinia? Oui. Je ne sais pas. Je n'ai pas le contact. Je n'ai pas le contact avec les parents de petite Lavinia. J'ai l'impression que la petite Lavinia prend toute sa responsabilité pour son éducation scolaire. Si elle veut venir à l'école, elle vient. Sinon, elle reste chez elle, dans l'hôtel. Et le directeur de l'école, il s'en fout
l'institutrice, elle s'en fout quand même. Ah oui, Lavinia, elle vient quand elle veut, elle m'a dit. J'étais choquée. Et pour une autre étudiante française qui a manqué l'école parce qu'elle était malade, ou, voilà, elle était malade plusieurs fois, il y avait une enquête énorme. Il y avait des gens qui sont allés chercher la petite fille, voilà, comme vous avez dit. Moi, j'ai vu ça devant mes yeux parce que je travaille dans cette école, je ne vais pas nommer, mais bon, il y avait une enquête énorme pour trouver cette fille qui était absente pendant quelques semaines parce qu'elle était malade. Mais bon, c'était plusieurs fois. Avec Lavinia, ce n'est pas le cas du tout. Ah oui, Lavinia vient quand elle veut. C'est comme ça, c'est culturel. Et voilà. Alors, il y a un petit verre à prendre, ou à laisser. Pour les survivants. Oui, pour les survivants, avant de partir. Voilà. Oh, regarde. Mets pas de